Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, entraîneurs, photographes ou encore entrepreneurs. Et pour ce 10e épisode, nous retrouvons Solène Piret, quadruple championne du monde en para-escalade. Elle découvre l'escalade durant son enfance avec ses parents et ses frères et sœurs à Fontainebleau. Puis, pendant plus de 10 ans, elle ne touche plus à une seule prise ou rocher. Elle se consacre à d'autres activités avec notamment un diplôme d'architecte. En 2017, elle retourne grimper à Arcos Nation avec quelques amis et l'amour pour ce sport revient directement. Elle y croise notamment Julien Gasque, vice-champion du monde de para-escalade en 2016 et elle découvre qu'il est possible de faire de la compétition. Et un peu plus d'1 an plus tard, elle remporte son premier titre de championne du monde en para-escalade. Aujourd'hui, elle compte à son actif 4 titres de championne du monde, de nombreuses victoires en Coupe du Monde et plusieurs 7B à Fontainebleau. Dans cet entretien, on revient sur son parcours dans le monde de l'escalade, en passant par son handicap et la définition qu'elle a de ce mot, jusqu'à ses performances en extérieur. Et bonne nouvelle, les épisodes sont désormais disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Amazon Music ou encore Deezer. Et ils sont aussi disponibles sur YouTube avec un format vidéo. Bonne écoute. Du coup, on est parti. Du coup, je te raconte ma vie. C'est ça. Du coup, première question. Avant de s'intéresser à ton parcours dans le monde de l'escalade, j'aimerais revenir du coup au tout début, qui est le 2 août 1992, à ta naissance. J'ai la date. T'es bien renseigné. On découvre que tu as une agénésie au bras droit. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est ? Une agénésie, c'est un arrêt de croissance pendant la grossesse. Et du coup, c'est en gros, j'ai le début des terminaisons parce qu'on passe tous par le stade, par ce stade-là. Moi, ça s'est arrêté sur le bras droit. Et après, je suis née comme ça, quoi. Ça a été découvert assez tôt, je crois, au 4e mois. Et mes parents, ils ont dû un peu se battre pour me garder, parce que évidemment, les médecins préconisaient l'intervention médicale de grossesse. Donc, grâce à mes parents et à leur forte croyance et leur détermination, je suis venue au monde, mais c'était pas gagné. C'est fou que pour un handicap, c'est pas un handicap mental ou quoi, tu peux très bien vivre sans avant-bras, t'arrives très bien à le faire, c'est fou qu'ils préconisent ça. Ouais, après, tu sais, genre, quand t'as pas d'exemple, c'est hyper dur pour les parents. Enfin, tu vois, tout le monde me dit ça en mode, ah, c'est hallucinant qu'ils aient pensé à ça. C'est encore d'actualité. Et c'est juste que je pense que t'as tellement de stress quand t'es parent que tu veux juste le meilleur pour ton gamin, et c'est pas toujours évident de faire face à ça. Et plutôt que de mettre des aides psychologiques, du soutien, ils préfèrent pas prendre de risques, et voilà, quoi. Ils savent jamais avec quoi ça va venir d'autre, ces agénésies. Du coup, zéro risque. Ça marche. Du coup, c'est vrai que ça commence bien. Ouais, ça commence bien, mais ça met tout le monde dans l'ambiance. On va parler de trucs plus joyeux. Tu découvres l'escalade et particulièrement le bloc durant ton enfance, dans la forêt de Fontainebleau, du coup, avec tes parents et ton frère. Est-ce que tu peux revenir sur tes premiers pas dans ce sport ? Je pense que je m'en souviens même pas, parce que j'ai des photos de moi en couche-culotte à Fontainebleau. Mes parents sont grimpeurs, ils se sont rencontrés à Fontainebleau. Du coup, sur une sortie CAF, ils étaient tous les deux fraîchement arrivés à Paris, et le dimanche, ils allaient à Fontainebleau. Ils se sont rencontrés comme ça. Et je suis la 3e d'une famille de 4 enfants. Donc on était nombreux et on se motivait un peu tous là-dedans. Mais du plus loin que je me souvienne, on faisait du circuit facile jaune-orange. Et c'était je faisais 5 à 10 numéros, puis après j'allais jouer avec mon petit frère ou pique-niquer, ou voilà, quoi, c'était vraiment tranquille. Et du coup, t'as fait l'escalade pendant combien de temps durant ta jeunesse ? J'en ai fait tous les dimanches de mon enfance jusqu'à à peu près mes 14-15 ans. Et puis à cet âge-là, j'ai arrêté d'aller le dimanche avec mes parents en forêt. J'étais suffisamment grande pour pouvoir faire autre chose, quoi. Et ça m'intéressait pas d'aller en forêt. Enfin, c'est l'adolescence, quoi. C'est un peu en rejet de plein de trucs. Et d'autant plus que on grimpait avec mon petit frère, parce que mon grand frère et ma grande sœur étaient déjà partis de la maison. Et mon petit frère commençait à être de plus en plus fort. Et je pense que très inconsciemment, on a arrêté de grimper aussi pour pas se mettre
dans cette position-là où le petit frère est plus fort que la grande sœur et en plus, on sait très bien que c'est à cause de son handicap, quoi. Ouais. Donc, je pense, ouais, c'était assez inconscient et on a un peu arrêté l'escalade en même temps, mis ça de côté, quoi. Et du coup, c'est grâce à l'escalade que tu as compris que tu avais un handicap physique? Eh ben, je me souviens pas du moment où j'ai compris que j'étais différente. Je pense que ça vient vers l'âge de 3 ans. Et je pense que c'est plus avec le regard des autres ou peut-être le traitement un peu particulier qu'on me réservait quand les gens avaient peur que je puisse pas arriver à faire quelque chose. Je pense que c'est plus ça qui m'a fait me rendre compte que j'étais différente. Ok. Et du coup, à 22 ans, tu mets un mot sur ce que tu appelais ton petit bras. Ouais. Du coup, le mot de handicap. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Et ben ça a été j'ai commencé une psychothérapie à cet âge-là, à 22 ans, et la psy m'a très vite parlé de handicap, et c'est un mot que j'avais jamais mis sur ma différence, quoi. Et en effet, dans ma famille, on a toujours utilisé le mot petit bras, et le mot handicap n'est jamais venu. C'est vraiment c'est quelque chose qui est arrivé à 22 ans, et on me l'a mis en pleine figure, quoi. Et ouais, j'ai pas très bien compris au début pourquoi elle insistait autant et pourquoi elle voulait absolument me mettre dans une case. Et au final, c'était plus de la sémantique qu'autre chose. Le fait de l'appeler handicap, c'est un peu comme si je parlais le même langage que les gens. Avant, je le cachais, et c'était pas un handicap parce que personne le voyait quasiment. Et ouais, à l'école, il y en a qui mettaient, je sais pas, un mois en début d'année à se rendre compte que j'avais un handicap. Ah, t'étais doué, hein? Ouais, j'ai été hyper douée. Mais tu sais, le corps humain, il est incroyable pour ça, hein. Quand tu te persuades un truc dans ta tête, en fait, tout ton physique, il fait en sorte que ça se voit pas, quoi. Ouais. J'avais des subterfuges. J'avais toujours des écharpes, des grands pulls, et ouais, tout dans mon attitude faisait que, ouais, mon bras était toujours caché. Et c'est rigolo parce que du coup, j'ai toute la partie pectorale là qui est légèrement raccourcie à droite à force de l'avoir cachée toute mon enfance, quoi. Ok. Ouais, ça a eu des répercussions physiques juste parce que dans ma tête, c'était il faut pas que ça se voie, il faut que je sois comme tout le monde, et voilà. Et le fait de mettre le mot handicap, tout d'un coup, ça met ça au grand jour, et c'est comme ça que j'ai commencé à l'accepter. Personnellement, je comprends pas ce mot, je me l'associe pas. Pour moi, je suis pas une personne en situation de handicap, mais je sais que aujourd'hui, c'est un peu monnaie d'échange avec les gens, parce que quand tu parles de handicap, au moins c'était catégorisé. C'est un peu triste à dire, mais c'est comme ça et on le fait tous, quoi. Ouais. Là, c'est pour ça qu'au début, je te disais que je trouvais ça bizarre qu'ils puissent penser à... L'intervention de grossesse, ouais. Parce que pour moi, ça me paraît pas être un handicap, en fait. Ouais. Mais bon, tu rentres quand même dans cette case-là, quoi. Ouais, mais c'est peut-être aussi parce que le seul exemple que j'ai, c'est toi, c'est les gens qui sont en parascalade. Et du coup, chaque jour, vous prouvez que vous pouvez repousser vos limites et que vous êtes en fait des gens tout à fait normaux et qui sont capables de faire de grandes choses, quoi. Ouais. Mode, en règle générale, oui, que tu fasses du sport ou non, hein. Oui, c'est juste que moi, c'est le seul exemple que j'ai, c'est ça, quoi. Ouais, oui, forcément. Du coup, je suis en mode, bah non, moi, c'est normal. Solène, elle est très forte. Il y a plein de gens qui sont très forts et qui ont des handicaps, du coup, ouais. Mm. Et du coup, ouais, comment tu faisais pour le sport durant le collège et le lycée? Alors, je détestais tout ce qui était sport co. Je faisais toujours du sport en t-shirt à manches longues, ce qui était vraiment pas pratique du tout quand il fait chaud. Donc Tu les m'étonnes. mois de septembre et à partir de mai, c'était un peu l'enfer. Mais ouais, d'aussi loin que je me souvienne, ouais, tout le collège et le lycée, je faisais en t-shirt à manches longues. Et après, tout ce qui était course, athlée et tout, c'était cool parce que c'est des sports individuels. Mais ouais, les sports co, les sports de ballon, j'aimais pas du tout. Ok. Et du coup, en 2017, après avoir accepté un peu cette partie de toi au regard des autres, tu redécouvres l'escalade, cette fois-ci en salle et plus particulièrement à Arcos Nation. Dis-nous en plus sur ce nouvel amour pour ce sport passé. Et c'est arrivé parce que j'avais des copains qui s'étaient mis à l'escalade justement parce que la salle venait d'ouvrir et que c'était un peu le nouveau truc, c'était hyper pratique, c'était Paris Intramuros, et j'entendais parler de ça, et moi j'avoue ça m'a un peu piqué parce que quand j'étais plus jeune, je disais aux gens que je faisais de l'escalade, j'étais hyper fière
de pouvoir dire ça, quoi. Tu t'aimes bien frimer, quoi, quand t'es gamin. Et c'était un sport qui était pas du tout répandu, donc en fait j'étais toujours la seule à faire de l'escalade, et c'était aussi ma particularité entre guillemets, quoi, même si j'en faisais pas vraiment. Et quand les gens ont commencé à s'y mettre, je me suis dit mais enfin c'est fou, quoi. C'était mon sport, c'était le sport de mon enfance. Il faudrait que je retourne voir, et ça tombait pile au moment où justement je faisais un gros travail pour accepter cette différence, et surtout montrer mon bras, tu vois. Je faisais des exercices qui aujourd'hui me font rire, mais sur le coup c'était vraiment pas facile. C'était dans la rue me balader sans une veste sur mon bras, par exemple, ce que j'ai fait toute mon enfance, et jusqu'à être jeune adulte. Je sortais, même s'il faisait 30 degrés, je prenais toujours un pull sous le bras. C'était pas au cas où il allait faire froid, quoi. C'était juste pour pas me mettre à nu, quoi, devant les gens, entre guillemets. Et ouais, donc il y a eu toute une phase comme ça où je faisais des balades 5 minutes, 10 minutes, où je me baladais sans ce précieux pull. Et du coup ça m'a aidé aussi à voir que en fait les gens ils te regardent pas bizarrement. Si toi t'es à l'aise avec ce que t'es, les regards sont pas bizarres. Ce qui est bizarre, c'est quand t'essayes de cacher, quand t'es pas en phase avec toi-même. Et ouais, fort de cette expérience-là, je me suis dit bon allez, je pourrais aller voir ce que ça donne. Et c'est comme ça que je suis retournée à Arcos. Je suis retournée à l'escalade en allant à Arcos Nation en 2017. Et du coup, t'as kiffé ce retour à l'escalade? Et ouais, j'ai kiffé. Je m'y suis remise avec des copains qui s'y mettaient. Donc c'était cool. On pouvait grimper dans les mêmes blocs et on s'encourageait. Et, et ouais, c'était une chouette période, quoi. Et j'étais toujours dans mon travail, donc c'était pas facile. Mais ouais, tu vois le regard des autres qui est hyper bienveillant. La communauté escalade, elle est quand même vraiment hyper chouette. Et ouais, je me suis sentie hyper bien à ma place, quoi. Mm. Et du coup, une de tes sessions à Arcos Nation, tu rencontres Julien Gasque, qui est vice-champion du monde 2016 en para-escalade. Comment un peu elle s'est passée cette rencontre? La rencontre avec Julien, ouais, ça a un peu, ça a été le tournant un peu de ma vie, parce que je vois ce grimpeur avec sa prothèse de jambe, qui grimpe avec un t-shirt équipe de France et qui grimpe fort, quoi. Donc je suis hyper impressionnée, et puis en plus il vient me voir et parce qu'il avait remarqué qu'il me manquait un bras, et c'est là où il me parle justement de l'équipe de France para-escalade. Il me parle des coupes du monde, des championnats du monde, de la compétition internationale. Et c'est un espèce de rêve qui s'est, je sais pas, qui était hyper enfoui en moi, auquel j'avais jamais osé aspirer. Et tout d'un coup, ça s'est matérialisé, quoi, par Julien. Et il m'a parlé de Maureen Beck dans ma catégorie, donc qui a le même handicap que moi. Et il me sort cette phrase, il me dit ouais, j'ai une copine, elle est championne du monde, elle a le même handicap que toi et elle grimpe vachement mieux que toi, quoi. En gros, il voulait me dire que j'utilisais pas assez mon bras droit et que j'étais un peu tout en relance main gauche, quoi. Et forcément ça m'a un peu ça m'a challengé. Petit pic à l'ego. Ouais, petit pic à l'ego quand même. Et je suis allée voir, je suis rentrée chez moi, je suis allée voir qui était cette Maureen Beck, et ouais, il y a un monde qui s'est ouvert à moi, quoi. Je me suis dit putain, mais elle est championne du monde, elle est professionnelle, elle était déjà professionnelle, sportive pro à cette époque. Je me suis dit mais waouh, incroyable. Est-ce que du coup t'avais aucune idée que ça c'était possible? Du coup, qu'est-ce qu'elle a représenté pour toi durant cette période? Ouais, non, j'avais aucune idée que c'était possible, j'avais surtout aucune idée que ça existait. Et je pense que c'est ça, c'est un peu le rôle des modèles, quoi. C'est surtout mettre une lumière devant toi et que t'aies des perspectives. Moi, j'en avais pas, et c'est pas que je me suis pas renseignée, parce que en fait, quand t'as aucune idée que ça existe, c'est pas des envies qui se créent en toi, quoi. Et donc, elle a représenté, ouais, un rôle de modèle. En plus, elle avait été hyper chouette. J'avais pu la contacter, lui demander. Moi, j'avais des grosses douleurs dues au fait que il y a une grosse asymétrie dans mon dos, du fait que je tire beaucoup plus à gauche qu'à droite. Et je lui avais posé plein de questions sur comment elle gérait ça, etc. Et ouais, non, elle m'avait bien motivée, et c'est un peu aussi grâce à elle que je suis arrivée sur le circuit international, quoi.
Et c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui, pour toi, tu essayes d'être une modèle pour les personnes qui te suivent, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans les médias, pour qu'ils aient quelqu'un à s'identifier. Ouais, exactement. C'est un peu, enfin, quand je vois le manque de modèles que j'ai eu moi enfant et même pour les jeunes parents, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui me contactent, qui ont enfin, qui sont soit pendant la grossesse et ils ont vu pareil qu'il y avait une agénésie et ils me posent des questions et tout et enfin, je trouve ça hyper important, chose que mes parents n'ont pas eu et même pour ouais tous ces jeunes ou moins jeunes. Avoir juste quelqu'un qui fait devant toi, bah ça aide à avancer quoi. Hmm. Et du coup, après cette rencontre avec Julien, ça se passe comment? Comment tu fais pour se lancer dans ce nouveau projet qu'est la compétition? Et ben je me dis que je vais plus grimper et surtout je mets les choses en place pour me rapprocher d'un club. Donc je rentre dans le club du 8 Assure. Pareil sur une rencontre à Arcos, encore une fois, je rencontre Ben Buissou qui lui était coach au club du 8 et qui avait entendu parler que je cherchais un club, que je voulais me mettre à la compétition et du coup ils m'ont drivé, ils m'ont fait rentrer dans le club et le fait de rentrer dans un club et bah t'as toute l'émulation qui va autour. Quand tu vas sur les compètes, t'es pas tout seul et surtout bah t'es avec tout un groupe de gens qui sont dans le milieu, qui connaissent et forcément ça te fait avancer quoi. Et aussi je traînais pas mal sur les festivals de films j'avais vu une pub pour la Fabrique Verticale et le fait qu'ils coachaient à distance. Et c'est vraiment sur cette pub, je me suis dit bon bah je les contacte, hein, pourquoi pas. Et bah là pareil, gros coup de cœur. Je me retrouve face à Olivier et Laurence, super bienveillants, hyper motivés par le projet et surtout du coaching à distance. Donc c'est un peu impressionnant quand tu commences tout juste de te dire ouais je vais me faire coacher. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de, je sais pas, moi j'osais pas quoi. Ouais, c'est vraiment un nouveau stade en mode vraiment tu commences à t'entraîner, tu commences à être une athlète, ça change tout. Ouais, ça change tout. Et puis, tu sais pas trop si t'as le droit, tu vois, vu que tu commences. Et le fait que ce soit à distance, moi, ça m'a vachement aidé à passer le cap. Ah, parce que du coup, il n'y a pas quelqu'un derrière toi pendant toutes les séances et tout, t'étais vraiment seul et tu fais ton truc, quoi. Ouais. Puis tu vas à ton rythme. Après, eux, ils sont hyper chouettes pour ça parce que, enfin, je me suis pas du tout blessée la première année alors que je m'entraînais tous les jours et que je partais de nulle part, quoi. Donc voilà. Après, c'est clair, c'est super cool d'avoir des coachs en physique, mais ouais, moi la distance à ce moment-là et encore aujourd'hui, hein, ça me convenait. Ça me convenait quoi. Ça dépend des personnalités, mais c'était une opportunité pour moi. Parce que du coup, je bosse toujours avec la fabrique verticale aujourd'hui pour ton entraînement. Ouais, donc j'ai bossé aussi avec Aristote Liontos qui aujourd'hui est coach de l'équipe de France para. Après avec Guillaume Levernier pendant une année et je suis retournée avec la Fabrique Verticale parce que justement je bougeais dans les Hautes-Alpes etc. et que au final le coaching à distance encore une fois était un peu la solution et puis j'avais vraiment kiffé ma première année avec eux donc voilà. Ok. Et du coup, en 2018, tu participes à ta première Coupe du Monde à Briançon. Comment tu te sentais avant cette première compétition internationale? Euh, Très stressée, mais comme toujours, je peux te cacher que je suis toujours aussi stressée avant les compétitions. Ça, c'est un truc. Ok. Je pensais que j'allais m'y habituer, mais en fait, pas du tout. Euh, et, euh, et c'est marrant, je lisais le dernier grimpé là avec Mika Mawem qui disait que lui, il était pas stressé. Ouais, je l'ai lu genre il y a 2, 3 jours aussi et j'étais en mode bon, ouais. Comment ça t'es pas Ouais, stressé? ouais, non, je pense que c'est un super pouvoir, quoi. Mais Ouais. Bah, je suis pas sûr. Parce que du coup, ce stress, ça t'amène, quand tu commences la compétition, ça t'amène l'envie de gagner, l'envie d'être le meilleur. Et sans stress, je pense ressortir cette partie de toi, je pense pas que ce soit facile. ouais, non, c'est pas facile. Après, faut des personnalités comme Mika pour. Il a pas besoin de stress pour avoir envie d'être le meilleur. Et non, mais c'est vraiment bluffant, quoi. Ouais, non, toujours est-il que ouais, j'étais hyper stressée avant cette compétition à Briançon. Et c'est marrant parce que je m'en souviens pas très bien. Et Ok. je pense que c'était un peu surréaliste, tu vois. Quelques mois, enfin même pas un an auparavant, je recommençais tout juste l'escalade et là je me retrouvais sur le circuit international. Enfin, c'était un espèce de flottement quoi. Je me rappelle quand j'ai eu ma tenue équipe de France, j'étais hyper fière. Mais ma première compétition, je me souviens de l'après.
Je sais que je suis allée me baigner au lac de la Roche d'Oran. Mais la compétition en elle-même, elle s'est passée dans une espèce de nébuleuse. Je pourrais même pas te faire un retour aujourd'hui, quoi. Ok. Et avant, est-ce que tu te posais des questions sur quel était le niveau international tu savais pas vraiment à quoi t'attendre du coup? Et ouais, carrément. Et puis surtout, je passais mon temps à essayer de regarder mes concurrentes, tu sais, les épier sur Instagram, voir ce qu'elles faisaient. Et ouais, tu te fais hyper peur à faire ça, quoi. À Ah oui, regarder bah les autres, c'est à les essayer de te réseaux, hein. comparer. Ouais, c'est les réseaux. Et puis tu montres vraiment ce que t'as envie. Ah, t'as une image parfaite sur les réseaux en général, du coup. Ouais, ouais, ouais. C'est comme à l'échauffement, hein. À l'échauffement en compétition, il y a beaucoup de gens qui montrent leurs points forts, comme ça tu te dis, ouais, ils sont super forts. Alors qu'en fait, ça se trouve, dans un outil, ils sont éclatés et juste, ils ont montré dans quoi ils étaient plus forts. Ouais, ça c'est hyper drôle. L'échauffement, la zone d'échauffement et l'isolement en compétition, c'est quand même vraiment très drôle. Moi, j'avoue, je fais un peu du bluff, hein, aussi. Les premières années, j'étais vraiment dans le show, quoi. Ouais, du coup, pour les gens qui ne le savent pas, à l'échauffement, tout le monde montre c'est qui le plus fort pour mettre un peu Oui, du puis coup de pression aux autres. tu te regardes un peu en coin. C'est super drôle. Et du coup, comment t'expliques cette explosion si rapide sur le circuit international? Parce que du coup, comme tu disais, ça faisait quasiment un an ou même un peu moins que tu as repris l'escalade. Et directement, tu fais une deuxième place à ta première Coupe du Monde. Je pense que je suis arrivée à un moment où le para-escalade était, ça montait, mais t'avais des compétiteurs qui étaient sur le circuit depuis un petit bout de temps et qui sont un peu reposés sur leur laurier. Et moi, je suis arrivée avec justement cette histoire de modèle, et donc j'ai pu m'entraîner en conséquence, chose que mes concurrentes n'avaient pas. Et je pense que c'est ça la grosse différence. C'est pour ça que c'est aussi important ces rôles de modèle, c'est que ça pousse tout le monde derrière, quoi. Ouais. Et du coup, 2 mois plus tard, tu participes à tes premiers championnats du monde et tu remportes le titre devant ton modèle qui est Maureen Beck. Comment tu as vécu un peu le fait de battre ton modèle, de dépasser le modèle? Bah pareil, c'était un peu irréel. Ça s'est vraiment joué à une demi-prise près. Vraiment la sensation. Je me rappelle de ces finales parce que j'étais sur ce mur à Innsbruck qui est hyper déversant dans l'aréna là au moment des championnats du monde. C'était le même mur et ce mur il est sans fin quoi. En plus tes voix et louvois, je sais pas combien il y a de moves, mais il y a plus d'une cinquantaine de moves. C'est infini. Et, et j'arrive sur le dernier des verres, enfin, ça se relève un peu, quoi. La dernière partie, et je vois la prise là-haut, et je me dis, putain, c'est encore hyper loin, mais d'un autre côté, j'ai fait les 2 tiers, quoi. Et ouais, du coup, je tombe, et j'ai pas compris, je savais pas à quelle place j'étais, tu sais, ouais. T'es tellement oxy, mon cerveau, il voulait pas fonctionner, et en fait, j'ai compris quand je redescends, et que tout le monde me prend dans ses bras, et c'est là où je comprends que j'ai fait première place, quoi. Mais ça, c'est vraiment joué à rien. C'est, Ah, c'est souvent ça l'escalade, hein. C'est le petit plus qui fait que tu peux battre tout le monde. ouais. Je pense que j'avais de la chance parce que l'équipe de France, on était assez nombreux et au final, ça poussait, quoi. Ah oui, j'ai pas marqué cette question, mais c'est vrai il y a une vraie émulation dans l'équipe de France par escalade. Pas même dans l'équipe de France générale, hein, mais dans l'équipe de France par escalade, ça a l'air d'être une vraie famille où chaque année vous êtes un petit peu plus et vous faites gagner toujours plus de titres de chapeau du monde, vous gagnez toujours plus de coupes du monde. Ouais, c'est une chouette famille. Je pense c'est aussi le fait qu'on est tous des. Enfin, je sais même pas si c'est lié, tu vois, parce que j'arrêtais pas de dire. Oui, on a tous des handicaps différents. Du coup, on n'est pas en concurrence. Mais tu vois, par exemple, Julien Gasque et Thierry Delarue, ils sont en concurrence directe. Et pour autant, ça se tire pas dans les pattes. Donc, je pense que c'est même pas ça. C'est juste que, ben ouais, on arrive tous avec notre histoire enfin, on a tous des histoires différentes. On est en compétition avec des gens qui ont des handicaps similaires mais avec des histoires différentes et tout ça fait que ouais on est là pour se soutenir quoi, pas pour se tirer dans les pattes. Hmm. Et au fur et à mesure de tes victoires, tu n'es du coup plus une outsideuse, mais plus la grande favorite sur les compétitions. Comment un peu t'as vécu ce changement? Ben c'est toujours plus stressant parce que justement on t'attend au tournant et puis surtout t'as une grosse pression que les gens te mettent, genre les proches, mais vraiment sans le vouloir et je comprends parce que moi je fais la même, très, enfin sans doute quoi. Mais oui, on te dit ouais bah oui tu vas gagner, ça va être les doigts dans le nez. Et t'es en mode non, je sais pas en fait, tu sais jamais ce qui peut se passer, tu peux et surtout ne pas se reposer sur ses lauriers, je pense que c'est
hyper important. Et c'est pas forcément facile quand t'es au top niveau de juste te dire bon bah ça va passer comme l'année dernière quoi. C'est jamais anodin. Tu vas pas à une compétition comme ça. Enfin j'ai essayé cette année. Je m'étais dit bon les coupes ouais, mon objectif c'est le championnat du monde. Toutes les coupes du monde avant j'y vais mais je me mets pas le stress parce que ça sert à rien de puiser dans ton énergie alors que c'est pas vraiment ton objectif. Enfin, toutes les compétitions, toutes les coupes du monde, j'y suis allée maxi stressée avec les crocs et l'envie d'être la première, quoi. T'y vas pas juste pour participer, t'y vas pour gagner, quoi. Et du coup, comment tu fais pour toujours toujours retrouver l'envie de gagner alors que tu gagnes tout depuis 2018? Bah, quand t'as goûté à la victoire, t'as pas envie d'être en deuxième ou troisième place. Mais c'est même pas du coup ça, c'est plus retrouver l'envie de refaire de la compétition. Parce que tu pourrais te dire, bon, la compétition, j'ai commencé à avoir fait le tour, j'ai gagné mes 4 titres, j'ai gagné toutes les coupes du monde. Et ben ça c'est une autre question. En effet, c'est pas forcément évident. Chaque année, je me repose la question. Et tu vois, cette année, je suis arrivée à Los Angeles, non, c'était Salt Lake City, en me disant bon, j'y vais. Enfin, je vais à cette compétition parce que je pense que c'est bien que les Français soient représentés parce qu'il y avait le CEO qui passait pour voir un peu la compétition, le CEO pour Ok. Los Angeles 2028. Et du coup, pour moi, c'était important. Et en fait, c'est de participer à cette première étape qui fait que, enfin, surtout, j'ai vu le niveau des gars dans ma catégorie qui avait explosé. Et ça m'a boosté, ça m'a surboosté, quoi. Et c'est là où j'ai retrouvé l'envie. Mais c'est vrai que tous les ans, après la saison, je me dis, bon, est-ce que cette année je repars? Est-ce que je ferais pas une pause? Et au final, tout se remet en place. Et puis, le fait d'avoir la concurrence, enfin, te mesurer aussi au niveau mondial, ça reprend un peu le dessus, quoi. Mais c'est vrai que là, on est un peu en attente de savoir est-ce qu'on sera à Los Angeles 2028 aux Jeux paralympiques. Ah, du coup, parfait, c'est ma prochaine question. Ouais, je vais trop vite. Parce que du coup, l'escalade n'est pas au JO de Paris 2024. Euh, Déjà, c'est dû à quoi? Ça, c'est dû au fait que c'est un hyper long process pour rentrer aux Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Et ouais, ils doivent décider, attends, 2028, 6 ans auparavant. Donc, et puis, il faut que le sport, il ait plusieurs années consécutives. Enfin, là, vu que de championnats du monde avec tant de participants, tant de nations différentes, sachant que le championnat du monde c'est tous les 2 ans, tu démultiplies ce temps-là et au final, je crois pour la candidature à Paris, on rentrait à tout juste à une demi-année près dans les critères, donc c'était déjà trop tard pour Paris 2024. Et donc là, c'est en pourparlers pour 2028 et enfin, on va avoir la réponse en novembre, décembre, quoi. Donc t'imagines les décisions qui sont prises maintenant pour dans 6 ans, c'est hallucinant, quoi. Et, surtout que c'est fou parce que du coup, tu vas Quatre surtout ans, te pardon. remettre en cause, t'as 5 ans. 5 ans, Pas ouais. loin. T'as fait architecte, t'as pas fait maths. Bah si, pourtant. Et du coup, c'est fou parce que du coup, c'est 5 ans à l'avance et tu vas, à ce moment-là, je suppose, remettre en question ta carrière si c'est accepté ou si c'est pas accepté. Ouais, je pense que ça va changer pas mal de choses. Je sais pas dans quel sens, mais oui, forcément, ça aura un impact. Si c'est aux Jeux paralympiques de 2028, ça va orienter mes 5 prochaines années, clairement. Et si ça l'est pas, ça donne d'autres perspectives aussi. C'est un peu, ouais, c'est ça. Je sais pas du tout comment je vais réagir si on n'y est pas, quoi. Et comme je le disais juste avant, tu as fait des études en architecture et tu as désormais depuis 2017 ta propre agence. Comment tu parviens à gérer ta carrière de sportive de haut niveau et ton métier d'architecte à côté? Et ben pendant pas mal de temps, je suis à mon compte, donc je m'organise comme je veux pour mes entraînements. Et j'ai jonglé pendant pas mal de temps. Là, c'est la première année où j'arrive à vivre de l'escalade. Donc pour l'instant, je mets un peu la partie architecte de côté. Voilà, je garde un pied dans le milieu parce que c'est quand même c'est mon avenir, quoi. Ce sera ma reconversion professionnelle entre guillemets après ma carrière de sportive qui aura forcément une date de péremption à court ou moyen terme, quoi. Mais voilà, pour l'instant, je me consacre essentiellement à ce projet sportif parce que c'est les années pour, quoi. Et puis on verra la suite.
Ok. Là, du coup, ma question c'était pourquoi ne pas faire 100% d'escalade, mais du coup là t'es C'est le passé à cas. 100% d'escalade. Mais du coup, on peut s'intéresser à l'extérieur. On peut s'y intéresser. Du coup, comme tu le disais, tu as découvert l'escalade à Fontainebleau et tu vis désormais là-bas ou du coup tu vis plus à là-bas? Je vis plus là-bas. En fait, je vis à moitié à Fontainebleau, enfin un tiers du temps à Fontainebleau et deux tiers dans les Hautes-Alpes. Ok. Du coup, tu vis plus là-bas, mais quelle est ta relation avec cette forêt Ça reste Fontainebleau, donc c'est magique quoi. À chaque fois que j'y vais, tu retombes amoureux tous les jours de cette forêt. C'est quand même vraiment un des plus bels endroits au monde. Puis c'est tellement incroyable l'escalade là-bas. Et ça, le fait de plus y vivre à 100%, ça décuple un peu cette impression quoi. Parce que quand tu y es au quotidien, bon, au final, ces blocs partout, c'est un peu comme si c'était une normalité. Mais quand on part et que tu reviens ou que tu voyages et que tu visites d'autres sites, à chaque fois tu te dis ouais non mais Fontainebleau c'est quand même mythique quoi. C'est inimitable. Et ouais franchement s'il y avait pas ce temps assez hardcore l'hiver, j'aurais pas bougé quoi. Ok. Et du coup, comment tu fais pour gérer ton entraînement en sachant que tu es à fond en extérieur en bloc? Parce qu'il me semble que tu as peur en diff, ou en tout cas la dernière fois tu avais peur en diff. Et le fait de pratiquer de la diff en compétition. Du coup j'essaye de m'entraîner. Je fais un peu le hamster. Cette année j'ai eu un entraînement assez particulier parce que je me suis pas mal entraînée sur mon pan vers Briançon et c'était un peu un pari quand même. C'était la première année ici et ouais, je me questionnais, est-ce que c'est possible de s'entraîner en diff sur du bloc, en l'occurrence avec le niveau mondial aujourd'hui, ça passe dans ma catégorie, mais ouais, c'était un entraînement particulier quoi. Et du coup, c'est quoi la part d'extérieur, la part d'entraînement dans ton escalade? Ça dépend vachement des moments. L'année dernière, là, pendant quasi 9 mois, j'ai fait que de la salle. Mais parce qu'il y avait les championnats du monde, en fait, tu t'aperçois que c'est quand même compliqué d'aller t'entraîner en falaise. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Et au début, on avait un peu essayé avec Olivier là, de la fabrique, en se disant, bah, peut-être que c'est transportable. Et en fait, on s'est rendu compte que non, quand tu vas faire de la compétition, t'es obligé de t'entraîner en intérieur. Et là, cette année, je grimpe beaucoup plus à l'extérieur et je dirais que c'est un peu 50-50 entre l'entraînement et l'extérieur, quoi. Ok. Et du coup, tu as un peu des projets en extérieur dans les Hautes-Alpes? Ouais, alors j'ai toujours l'impression de manquer de temps pour tout, mais ouais, j'ai en visu quelques petits projets, mais il faut que j'aille mettre les mains dedans, quoi. Et c'est plus en falaise parce que le bloc à aile froide, je trouve ça extrême. Enfin, le style me convient pas du tout. Je trouve ça magnifique, mais juste, je peux pas du tout m'exprimer, quoi. Bah, de base, quand les gens en parlent, c'est genre tu prends des réglettes et t'avances, de ce que j'ai compris. Voilà. Donc, ouais, c'est sûr que ça doit pas être facile pour toi. Exactement. Alors qu'à Blo, ouais, c'est plus de la compresse, donc tu peux vite Ouais. coincer ton avant-bras, trouver des solutions. Surtout, t'as du grain, alors qu'ici, t'as un grain qui est hyper particulier. T'as un grain qui te broute la peau, mais sous la peau. Et comme je strappe mon bras droit, au final, j'ai pas vraiment d'action sur ces prises si elles sont un peu fuyantes là. Je fais rien du tout, quoi. Ok. Et du coup, t'as plus peur en falaise. Si toujours. Si ouais, et du coup je pense que j'en fais pas autant que ce que j'aimerais un peu à cause de ça quoi, mais j'y travaille. Ok. Et du coup, t'as enchaîné plusieurs 7C blocs, notamment à Fontainebleau. Non, pas Euh, 7C. J'aimerais 7B, bien pardon. mais 7B. Bah, c'est parce que ma question est autour de ça. 7B dans cette forêt avec notamment onde de choc, est-ce que tu vois des limites à ta performance ou au contraire des points améliorés pour aller toujours plus loin et pourquoi pas faire 7C? Pour moi, c'est sûr que c'est faisable 7C. Il faut juste trouver le bon bloc qui va convenir et ouais, il faut avoir le temps de s'investir dedans. Et c'est surtout la recherche qui est très longue, quoi, parce que c'est clair qu'il y a évidemment plein de blocs qui conviennent pas. Est-ce qu'ils conviennent pas aujourd'hui parce que je suis pas assez forte? Est-ce que il y a des éliminantes? C'est sûr qu'il y a des éliminantes, mais ouais, je pense que faut toujours être plus fort, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est toujours
le nerf de la guerre, quoi. Tu dis bon, bah si j'étais plus forte, je tiendrais ça, je fermerais le bras. C'est sûr que ces blocs, c'est faisable. Et du coup, je dois passer pas mal de temps à faire des recherches pour trouver des blocs, que ce soit sur les réseaux, etc., pour trouver des lignes où tu te dis, putain, ça c'est possible pour moi, il faudrait que j'aille essayer. Exactement, je passe pas mal de temps. Alors Instagram, c'est cool pour ça aussi. Mais YouTube, même Blue Info, il y a Betty Beta aussi, qui est plus axé sur des blocs pour les femmes, donc plutôt pour les petites tailles. Et ouais, dans mon téléphone là, j'ai des dizaines et des dizaines de blocs enregistrés. C'est des pages que tu fermes pas en te disant bon, faut que j'aille voir ça, 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 et puis après j'y vais, et puis je vois si c'est faisable ou pas. Mais ouais, non, ça prend pas mal de temps, quoi. Et du coup, je suppose que si c'est pas au JO 2028, on espère que ça y sera. On devra faire continuer à faire des blocs extrêmement extérieurs, peut-être essayer d'aller encore plus loin. Ouais, je pense. Mais même si c'est à Paris 2028, je crois que ça va me. Ouais, de toute façon, t'auras un aussi peu le temps me de t'entraîner quand motiver, même. quoi. Ouais, oui. Ouais. T'as le temps de te dire pendant 2-3 ans, j'expose en extérieur, puis après, je reprends l'entraînement pendant 2 ans, et en fait, t'auras quand même progressé de base. Oui, non, carrément, carrément. Non, et puis comme c'est la première année où je vis de l'escalade, au final, ça. Ouais, le but c'est de trouver des projets, quoi. Ouais. Parce que du coup, tu vis à 100% que tes sponsors. Ouais. C'est cool ça. Hein. Merci à eux. C'est cool parce qu'en vrai, c'est rare. C'est rare de pouvoir vivre vraiment à 100% de ça. Ouais, non, c'est hyper cool. Enfin, je mesure la chance que j'ai et c'est une pure opportunité que j'ai là et ouais, non, il faut en profiter, quoi. Après, je suppose que c'est quand même aussi beaucoup de travail de développer ton image, etc. Ça doit être, c'est un métier à plein temps en fait d'avoir une image d'athlète de haut niveau. C'est un métier à plein temps et puis c'est pas toujours évident de se vendre comme ça. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est les réseaux. Qu'est-ce que tu montes, qu'est-ce que tu montes pas, quelle image tu renvoies, enfin, il y a plein de trucs et puis même poster des trucs, ça prend un temps fou. Hein. Je pense que tu le sais toi-même. Je sais. Ouais. Ouais, du coup, il y avait quand même pas mal d'athlètes en France ou même dans le monde, hein, parce que j'ai l'exemple des Français, mais qui se mettent pas assez en avant sur les réseaux. Du coup, ils n'ont pas forcément des sponsors qui viennent à eux. Enfin, c'est quand même compliqué de pouvoir en vivre correctement aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société d'image hyper forte et aujourd'hui, t'es un peu, tu te mets tout de suite une casquette influenceur, quoi. Et ouais, faut dealer avec ça, quoi. Faut y trouver son compte. Je pense que tout est possible, mais c'est vrai qu'il faut se poser les bonnes questions et pas faire les choses à l'envers, quoi. Mais ce que je trouve bien, du coup, c'est que c'est compliqué actuellement, mais par contre, si tu te donnes les moyens, ça marche. Alors qu'avant, si t'étais pas vraiment le meilleur au monde, si t'étais pas un Adam Ondra ou quoi, même si tu faisais attention à ton image et tout, ça servait pas à grand chose parce que t'étais pas vraiment le plus fort, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la performance prend peut-être un peu moins de place. Et du coup, aux grandes dames de certains, hein, c'est clair que c'est pas forcément payant d'être le meilleur du monde si t'es pas capable de transformer ça en quelque chose de entre guillemets bankable. Hein, c'est un peu hard ce milieu, mais je pense que c'est dans tous les sports. Hein. Ouais, et puis là on peut le voir actuellement parce que du coup il y a tout le monde qui lance une chaîne YouTube. Il y a Adam Ondra, il y a Alex Megos, Jacob Schubert, Gizolfi, il y a Sean Raboudou pour l'extérieur. Enfin en fait tout le monde se lance à fond dans l'image et du coup pour rivaliser avec eux qui sont déjà les meilleurs grimpeurs au monde et qui en plus ont la meilleure image, c'est quand même pas facile. Oui, c'est pas facile. Et puis il y en a beaucoup. Et puis il y a surtout un lot de personnes qui sont hyper forts aujourd'hui. C'est pour se démarquer. Faut vraiment mettre le paquet, quoi. Ouais, je pense qu'il faut vraiment trouver des projets qui font que ça intéresse les gens, quoi. Ouais, faut savoir s'entourer, il faut demander aux bonnes personnes, enfin c'est tout un process mais ouais, je suis toujours effarée de voir le niveau des gens et parfois le seul truc qu'ils arrivent à gratter c'est de la magnésie et des sacs à pof, tu vois. Ouais. Tu te dis putain mais il y a quelques années, ils auraient été sur le devant de la scène et aujourd'hui pour sortir du lot, c'est pas facile, quoi. Mais bon, c'est le lot de tous les sports qui explose, hein. C'est aussi le jeu. Il y a plus de monde, plus de visibilité, plus de sous, mais ouais, faut travailler toujours plus, quoi. Ouais, c'est clair. Faut devenir un Mejdi Schalk, devenir le meilleur grimpeur au monde et le meilleur sur les réseaux. Ouais. Ils gèrent bien ça, c'est cool. Ouais, c'est clair. Parce que comme on disait au début, hein, avant l'appel, on parlait un peu de la nouvelle génération, de TikTok, etc. Et de comment gérer ces réseaux. Et les jeunes qui ont baigné là-dedans, tu vois qu'il y a quand même une grosse différence. Les jeunes, j'ai l'impression maintenant j'ai 35 ans. Que les jeunes, ils ont 5 ans de moins, tu sais, ça joue à rien.
Ouais, il y a déjà une grosse différence entre moi et les mecs comme Mehdi, même Oriane, etc. Mm. Donc j'imagine tous ceux qui arrivent à 30 ans, qui ont un très bon niveau, qui ont un beau palmarès, etc. Mais qui en même temps doivent dealer avec leur image, enfin c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Ils sont hyper doués pour ça, mais pareil, ils ont tout autant enfin plus de concurrence, donc c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Mais c'est cool, on peut voir des Fanny ou des Mika et Bassa qui arrivent quand même à sortir des gros trucs et que ça devient intéressant. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas encore totalement périmé. Pas totalement, il reste encore un peu de temps. Est-ce que du coup aujourd'hui tu arrives encore à retourner grimper dehors avec tes parents ou ton petit frère? Avec mon petit frère un peu. Mes parents non, ils ont arrêté l'escalade. Ils sont plus tout jeunes maintenant. Et ouais, avec mon petit frère un peu, ma grande sœur aussi. Il y a que mon grand frère qui a arrêté. Ok, ça va être cool de retrouver ça, ces souvenirs un peu de famille que t'avais quand t'étais jeune et maintenant c'est ton sport à plein temps. Ouais, 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 c'est assez improbable. C'est toujours ouais, quand je me retrouve avec eux, je me dis waouh, le chemin qui a été parcouru, c'est juste fou, quoi. C'est clair. Du coup, comment tu vois un peu l'évolution du para-escalade dans les années à venir? Bah, je pense que l'entrée au jeu va quand même donner un gros coup de boost si c'est le cas. Si c'est pas le cas, bah, ça va continuer de grossir. Tu vois, cette année, les championnats du monde, il y avait plus de 200 participants et c'est hyper cool, quoi. Je pense que bon, les championnats du monde, on n'ira pas vraiment beaucoup au-dessus, mais par contre, il y aura des sélections de plus en plus dures au niveau national. Et même nous en France, hein, enfin. Les sélections, elles sont au final assez dures, tu vois. Il y a des Français qui sont pas pris en équipe de France parce qu'ils sont pas premiers dans leur catégorie au championnat de France. Mais par contre, ils pourraient carrément faire des résultats à l'international. Et tout ça va monter. Donc en fait, le noyau va être de plus en plus fort, de plus en plus dense. Donc je pense que ça a de belles perspectives devant soi. Parce que du coup, il y a combien de grimpeurs à peu près sur un championnat de France en para-escalade? Il y en a pas énormément, mais je saurais pas te dire. Une vingtaine? Ok. Même du coup, s'il y a juste la première place qui qualifie, faut pas se louper quoi. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Et puis nous, on est en place. Il y a une équipe qui est en place depuis un petit bout de temps. Et ouais, t'as des jeunes qui arrivent. Moi, dans ma catégorie, il y a des petites jeunes qui sont là, qui pourraient carrément faire leurs preuves à l'international et bah, qui rentrent pas en équipe de France. C'est ta faute, tu gagnes tout. Ouais, ce serait trop cool, tu vois, d'avoir deux Français sur les podiums là. Ah, ce serait classe, ce serait classe. Bah, c'est ce que fait Thierry Delarue et Et Julien, ouais. ah, c'est cool de voir ça, de voir de temps en temps, il y en a un qui passe au-dessus, il y en a un qui repasse en dessous, mais ils sont quand même toujours à peu près les deux sur le podium. Ouais, carrément. C'est cool à regarder. Et du coup, c'est quoi pour toi la suite, ta propre suite, ton propre futur dans le monde de l'escalade? Eh ben, ma propre suite, c'est de continuer à repousser le niveau, continuer à m'entraîner et ouais, aller chercher les limites toujours plus loin. Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais je suis persuadée à 200% que c'est que le début, quoi, et que il y a encore plein de trucs à faire et que le niveau il va encore monter. Et ouais, il y a tous les jeunes là qui arrivent, qui sont hyper forts et qui vont pousser un peu tout ça. Donc ouais, ma suite c'est d'aller chercher toujours plus loin, surtout en extérieur. Mais en plus, surtout que j'ai l'impression que pour pouvoir que les gens comprennent, que les grimpeurs comprennent en général que tu repousses les limites, faut que tu fasses un peu d'équitation toujours plus dure. Parce qu'en compétition, en fait, on n'arrive pas à avoir le niveau. Et du coup, on sait pas qu'à chaque année, c'est plus dur que la fois d'avant, en fait. Ça, on n'arrive pas à l'imaginer en tant que spectateur. Alors que si tu te dis, par exemple, cette fois j'ai fait 7B+, cette fois j'ai fait CCC, tu compares par rapport à ton propre niveau, par rapport à ce que tu connais, tu te dis, ah ouais, quand même, elle a poussé. Ouais, non, carrément. Ça, c'est un truc qui me fait pas mal réfléchir. C'est en effet en compétition, tu vois une voie, t'es incapable de donner un niveau. Et puis surtout, comme c'est des voies qui ont été adaptées, c'est très dur de comprendre le fait que c'est pas parce que la voie elle est adaptée pour quelqu'un à qui il manque une jambe ou un bras qu'on lui donne une cotation. Par exemple, dans ma catégorie, le niveau c'est en finale c'est 7A+, en qualif 7B. De l'extérieur, tu comprends pas que c'est 7B pour nous avec un bras en moins, mais c'est aussi 7B si toi tu essayes de le grimper avec tes deux bras, deux jambes, quoi. Ouais, tu peux juste te dire 7B pour eux, et du coup, pour moi, c'est si ça, tu vois.
Exactement, ouais. Tu peux juste te dire à deux bras ça va être facile alors que pas du tout. C'est coté par rapport à un grimpeur qui a pas de handicap de base. Ouais, exactement. C'est juste que c'est adapté. Et ça, c'est hyper compliqué à comprendre. Et puis même, c'est des cotations, elles sont données par les ouvreurs, quoi. C'est tout. Et l'idée d'aller en extérieur faire des perfs en extérieur, bah au final, tu te frottes à une échelle de cotation qui a été, enfin, tu te places sur une échelle qui est fait pour les valides et par les valides. Et en fait, ta perf, elle a vachement plus de valeur. C'est clair parce que j'ai l'impression que ton titre d'un champion du monde, tes titres sont moins mis en avant que par exemple quand tu fais un 7B à Fontainebleau. Ouais, exactement. J'ai l'impression que ton 7B ça a beaucoup plus d'impact qu'un titre de champion du monde, alors qu'un titre de champion du monde c'est quand même pas facile à aller le chercher. Genre t'es vraiment le meilleur au monde dans ta discipline quoi. Ouais, mais aussi parce que ça représente pas grand-chose quoi, ces compétitions para. Tu as un titre mais qui est lié aussi à ta concurrence et on va pas se cacher, hein, il y a pas, enfin tu vois, cette année on était 15 grimpeuses dans ma catégorie. On n'est pas sur les 60 120, enfin sur l'intégralité du monde pour les valides quoi. La concurrence c'est pas du tout la même, donc forcément le challenge est pas non plus le même, et alors que la cotation, ben ouais, elle est ce qu'elle est quoi. Puis tout le monde peut prendre la mesure de ce que ça représente. C'est clair. Bah parfait, on peut conclure là-dessus. Cool. Merci Solène. Bah de rien. Beau timing, il est 11h02, tu pourras aller à la falaise. Trop bien. Nickel. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé Blogcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blogcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!